D'accord, alors on va y retourner, c'est les fameuses joies du direct. J'en profite pour vous saluer, Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Merci d'être avec nous sur France Info. On vous retrouve également Pascal Delima, économiste chez Harwell Management. Daniel Obono, on a entendu les leaders syndicaux qui semblaient dire, en tout cas pour Philippe Martinez et Yves Verrier, que même si l'âge pivot, le fameux âge pivot, était aujourd'hui suspendu à des décisions ultérieures, le mouvement devrait continuer. J'imagine que c'est également votre avis. Oui, parce que le mouvement, il ne s'est pas lancé contre l'âge pivot, il s'est lancé contre la réforme dans son ensemble. C'est la logique générale. Ça dépend pour qui. Si on écoute la CFDT, en tout cas... Oui, mais oui. C'est la seule organisation, d'ailleurs, qui n'est pas officiellement dans le mouvement, je vous rappelle. Par contre, vous avez tout le reste des organisations syndicales, du coup, qui sont dans leur ensemble, du coup, majoritaire et représentants de la majorité des salariés de ce pays, qui sont mobilisés depuis plus de 37 jours, je crois, maintenant, dans la grève, dans des manifestations contre la réforme des retraites, la réforme par points, parce que le système, dans son ensemble, avec ou sans âge pivot, parce que ce qu'on a là et ce qu'on va avoir dans les textes de ce qu'on a appris par la bande, par les médias, c'est qu'on va avoir un âge glissant et la logique générale est à la baisse du niveau des pensions et à la casse du système de solidarité, parce qu'en fait, ce ne sera ni universel, ce sera ni égalitaire et ce ne sera pas dans le sens d'un progrès social. Donc c'est contre ça que les gens sont mobilisés. C'est pour ça qu'il y a autant de gens dans la rue, c'est pour ça qu'il y a autant de soutien dans la population, parce que c'est ça qui est remis en cause. Et la seule réponse qui permette le retour à une certaine normale, c'est le retrait du projet dans son ensemble. Pascal Delima, retirer le projet de réforme des retraites comme le demande Daniel Obono, comme le demande la CGT par exemple. Est-ce que politique économique? Daniel Obono, il faut une réforme? Écoutez, il faut améliorer le système et le rendre plus solidaire, parce que actuellement, même si nous avons quand même, par rapport à plusieurs pays européens et de l'OCDE, le taux de pauvreté des seniors, des retraités les plus faibles, et ça, c'est grâce au système actuel. Il y a eu des progrès. Il y a encore pour certains secteurs, à améliorer les choses. En plus de solidarité, ça veut dire que on va dire les nécessités financières seraient payées entre guillemets par les plus aisés? Non, déjà, je pense qu'il y a plusieurs leviers qu'on peut utiliser. Par exemple, l'augmentation des salaires. Ça, c'est automatique d'une certaine manière, puisque les retraites sont une part du salaire socialisé. Mais je voulais revenir sur ce qui a été dit. La réalité objective sur laquelle on sera d'accord, c'est la démographie. C'est le fait qu'il va y avoir plus de retraités. Mais une autre réalité objective aujourd'hui, c'est que les salariés produisent plus et il y a plus de richesse dans ce pays. Donc, encore une fois, la question, on va dire, économique, du calcul mathématique à faire, c'est comment on partage mieux pour que, après une vie de dur labeur, parce que la majorité des salariés dans ce pays, la majorité des personnes en activité travaillent dans des conditions parfois très dures et ont, à ce titre, des régimes spéciaux, on pourra y revenir, et il est normal de pouvoir bénéficier ensuite d'une retraite digne, d'une retraite décente. Or, on l'a vu, depuis plus d'1 an dans ce pays, il y a un mouvement des Gilets jaunes où on a vu autour des ronds-points, notamment des retraités qui expliquaient, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui doivent parfois ne pas manger pendant plusieurs jours. Enfin, c'est indigne pour un pays comme le nôtre, une des premières puissances économiques au monde, quand même encore. Donc là, il y a un choix politique. Je ne crois pas que ce soit juste une question économique, parce que je pourrais vous citer... même le corps qui dit que c'est financièrement à l'équilibre, il y a un risque de déficit dans quelques années, mais qui se corrige, y compris parce qu'il y a eu déjà des réformes. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu des réformes. Depuis 20 ans, il y a des réformes sur le système qui ont amené notamment à des baisses, et au fait que aujourd'hui, c'est pas une question financière. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment un choix politique qui est fait, et on va le voir lors des débats parlementaires, parce que la majorité, le gouvernement, Emmanuel Macron, veut
amener à la capitalisation, un autre système, et c'est ce qu'introduit le système à point. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est bien ce qu'on a écrit dans le projet de loi qui va être débattu. C'est ce que réclament les assureurs, que réclament les fonds de gestion d'actifs comme BlackRock. Pour une partie des cotisants et les plus aisés qui ne pourraient plus cotiser autant qu'ils ne le... Donc ça a été favorisé par la loi Pacte. Ça a été voté par la majorité pour favoriser ça, l'épargne retraite. Mais plus généralement, l'idée c'est que puisque là aussi, et je pense que vous ne pourrez pas le contester, à partir du moment où on considère qu'il ne faut pas que les dépenses liées aux retraites dépassent 14% du produit intérieur brut, et qu'on a un nombre de retraités qui va augmenter, mécaniquement, il va y avoir une baisse. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que la part dévolue aux retraites augmentait avec le nombre de retraités. Et la règle absolue d'or, en vérité, que se donne le gouvernement aujourd'hui, c'est de ne plus l'augmenter. Donc, il va y avoir une baisse mécanique. Et donc, pour ceux qui en auront les moyens, même modestes, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de gagner des 100 et des 1000, les gens qui ont qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, ils voudront compléter leur retraite qui sera très basse. Et donc, on va favoriser l'épargne retraite pour le grand bien des assureurs, de la finance, et pour le malheur à la fois du système par solidarité et aussi des gens qui auraient épargné dans ces fonds et qui seront à la merci du casino, de la bourse, des bulles financières, etc. Voilà, je pense, ce qui est en jeu, et je crois que de plus en plus de gens l'ont compris. Et d'ailleurs, BlackRock et les représentants de BlackRock et compagnie, jusqu'à ce qu'on mette le nez dessus, ne s'en cachaient pas. Ils s'en félicitaient, ils appelaient le gouvernement à favoriser tout ça. Et donc, c'est ça la vérité des prix. Qui va se passer cet après-midi ? Écoutez, on est là pour attendre. Merci Muriel Jans, Daniel Obono, membre d'un parti politique, la France Insoumise. Vous ne serez probablement pas destinataire de cette lettre, mais vous la prendrez. Voilà, mais c'est pour les partenaires sociaux. C'est à destination des partenaires sociaux, mais en tout cas, vous la consulterez et puis vous aurez une suite à donner, en tout cas une position à prendre avec votre parti. Que peut-on attendre de cette lettre d'Édouard Philippe? Et moi, je n'attends rien. J'aurais peut-être apprécié, en tant que parlementaire, et je crois que je ne suis pas la seule, d'être destinataire avant les médias, si vous le permettez, du projet de loi, puisque ce projet de loi a été diffusé et certains médias ont pu le consulter avant même les parlementaires qui sont censés en discuter. J'imagine que les membres de la majorité ont pu aussi le consulter. Et ce que nous avons du coup appris par vous, par les médias, c'est que, en fait, le texte, il est écrit, que la notion d'âge pivot est présente au moins à 2 reprises dans le texte, et que la logique, même s'ils annoncent qu'ils retirent l'âge pivot, c'est qu'il va y avoir plusieurs âges pivots, parce que, de fait, à l'encontre de ce qui était dit, que le système serait désormais universel, c'est d'ailleurs le titre du projet de loi. Je crois qu'à la fin de l'examen, il y aura au moins un amendement pour changer le titre, parce que ce n'est pas du tout universel. Et surtout, on va avoir des dizaines de régimes spéciaux. Donc, le principe même de la retraite à points, c'est que l'ajustement, moi je parle pas d'équilibre, parce qu'en vérité, c'est un équilibre à la baisse, c'est un équilibre vers le moins 10 ans. Le principe d'ajustement à la baisse... financier. Oui, à la baisse, donc c'est bien ça. Pour les retraités, ce sera un équilibre vers le bas. Tout ça, le système par points permet effectivement des ajustements automatiques. Et ce qu'il y a dans le texte, d'ailleurs, du projet de loi, donc encore une fois, peu importe les lettres qu'écrit Monsieur Philippe, dans le texte de la loi qu'ils veulent absolument faire passer, contre laquelle nous nous battrons, et j'espère qu'elle ne passera pas parce qu'il y aura une mobilisation suffisante, tous les mécanismes qui sont dénoncés par la quasi-majorité des syndicats, par les spécialistes quand même l'occasion offerte aux syndicats de trouver une solution avant 2022. Donc en fait, en gros, ils doivent négocier le poids des chaînes. C'est-à-dire, on a mis en place un système qui enferme dans la logique par points, qui enferme dans une logique où c'est pas plus de 14%. Donc de toute façon, on va faire des ajustements techniques, et donc ils discuteront des ajustements techniques. Mais le principe, la logique, c'est de dire on a trouvé ça. Vous avez l'occasion de nous dire s'il y a mieux. Oui, et je pense que beaucoup, que ce soit les syndicats, mais nous aussi, nous avons fait des propositions pour améliorer le système par solidarité, pour faire en sorte que les gens aient des retraites dignes. Il y a des propositions sur la table, mais qui
qui ne sont pas dans la même logique que celle du gouvernement. Donc en fait, ils restent sur leur rail, ils vont annoncer qu'ils proposent un compromis pour permettre à un syndicat de pouvoir soutenir de manière décomplexée cette réforme, mais ils ne remettent pas en cause l'ensemble. Et donc, dans les faits, dans les calculs, encore une fois, tout le monde va y perdre, que ce soit les danseurs et les danseuses de l'opéra ou les égoutiers qui aujourd'hui bénéficient d'un système qui répond en fait aux particularités de leur métier. Je vous rappelle que par exemple les égoutiers, ils ont une espérance de vie de 7 à 17 ans moindre que le reste de la population et même le reste des ouvriers. Et donc ce régime-là, il se justifie pour ça. Donc ils vont perdre. On va accorder des régimes spécifiques à d'autres. On ne sait pas pourquoi ce serait plus juste. Et les salariés du privé, les fonctionnaires, les hospitaliers, tout le monde va y perdre. Et donc il faut retirer cette réforme et on pourra rediscuter de comment on améliore le système en augmentant les salaires, en payant à égalité les femmes et les hommes, en mettant plus à contre. Le cortège est un cortège festif qui défile de manière totalement pacifique, mais on voit par endroits les forces de l'ordre qui continuent de faire face à ce qu'on peut appeler des black blocs. Daniel Obono, est-ce que ça peut jouer ce type d'image sur l'opinion publique, la perception du mouvement ? Écoutez, le gouvernement... On sait que ça a joué notamment sur la perception des Gilets jaunes. C'est instrumentaliser cela, et puis c'est passer en boucle là, franchement, c'est pas en boucle, c'est la première fois qu'on diffuse cette image. Non, mais je dis, depuis le début de la journée. Mais ça c'est vrai. Donc il fallait trouver une image, donc vous avez trouvé celle-là. Pas du tout. C'est ce qui se passe, c'est du direct. Je sais pas à quoi. Non, mais je sais pas à quoi ça correspond. Et je pense que sur un parcours de manifestation, il peut y avoir des black blocs, et on va pas défendre les black blocs. Enfin, j'imagine que c'est pas votre intention. Je pense que c'est pas la question. Si on doit parler de ce qui se passe dans les manifestations et ce qui fait que, on en parle depuis tout à l'heure et on va en reparler, mais on va pas nous accuser de diffuser ce type d'image pour diffuser ce type d'image. D'accord, très bien. Vous avez, s'il y a que ça qui est diffusé en boucle, je pense que tout le monde se rendra compte que c'est vraiment très très anecdotique. Par contre, il y a une question. Ça l'est, mais on peut en parler aussi. Il y a une question, c'est-à-dire que a-t-on encore aujourd'hui le droit et la possibilité de manifester, d'exercer un droit constitutionnel sans encourir un risque de finir éborgné, d'ingérer des gaz toxiques, et c'est ça qui se pose. Je pense que il y a beaucoup de gens dans la rue. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Je pense que ce feu-là ne nécessite pas que des gens finissent éborgnés. Je pense que quand on est mutilé à vie, il y a des dizaines de personnes aujourd'hui en France qui ont perdu un œil, ont des lésions cérébrales, ont des lésions neurologiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés manifester. Ça, c'est pas acceptable. Donc, franchement, je crois que là, on a une grande manifestation. La quasi-majorité des manifestations dans ce pays depuis plus d'un an, y compris pendant la période dite Gilets jaunes, étaient extrêmement pacifiques, se sont toujours dans leur majorité bien passés. Il y a eu des incidents et je pense que il serait important d'ailleurs que des images qu'on a vues de violences policières, on puisse avoir des réponses là-dessus. Et encore récemment, il y a encore 2 jours dans la manifestation intersyndicale où on voit une infirmière se faire traîner et se faire matraquer. On voit une conductrice également recevoir des coups sans aucune raison. Il y a des journalistes qui ont été depuis 1 an et jusqu'à aujourd'hui qui se font arrêter et empêchés de travailler ou sont même ciblés. Donc, si on devait aller au bout et blessés pas que par les forces de l'ordre de ce débat, je pense que vraiment la bouteille en verre reçue par une collègue récemment n'a pas été lancée par les forces de l'ordre. Et je pense que l'ensemble des signalements relevés par votre confrère David Dufresne depuis plus d'1 an et les témoignages de vos propres confrères sur le terrain vous montreraient que oui, des fois on reçoit des éclats venus de la manifestation, mais ceux qui sont ciblés, et quand ils sont ciblés, à coup de LBD, ce ne sont pas les manifestants. Donc, moi, ma responsabilité en tant que parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement et m'assurer qu'il respecte les droits et les libertés des citoyens et des citoyennes. De fait, aujourd'hui, dans les manifestations, le principal problème, et vous demandez à n'importe qui, y compris avec une expérience militante qui souhaite aller manifester, c'est pas les black blocs. Les black blocs, nous, on a un désaccord sur cette stratégie-là parce qu'on pense que ce n'est pas ça qui permet de renforcer le mouvement. Ce n'est pas ça qui empêche les gens de manifester et d'exercer leurs droits. Ce sont les violences policières qui, aujourd'hui, ont pris une tournure et parce que le gouvernement a décidé de répondre
à la contestation sociale depuis plus d'1 an par la violence policière, par la réalité, c'est que le message passe moins bien avec, mais oui, bien sûr, avec des affrontements de Black Bloc. Mais c'est une stratégie, c'est une stratégie du gouvernement de réprimer et de monsieur l'Allemand, le préfet aujourd'hui. Vous parliez de Black Blocs, on ne peut pas laisser non plus les Black Blocs détruire des vitrines. Est-ce qu'on a parlé de Black Bloc hier? Encore une fois, je vous parlais d'une infirmière, je vous parlais d'une conductrice RATP. Combien des dizaines de personnes... ces images ont été montrées. Combien des dizaines de personnes éborgnées, mutilées étaient des Black Blocs? Combien des centaines de personnes blessées l'ont été parce qu'ils étaient en train de casser une vitrine aujourd'hui? Voilà. Donc, la question, c'est... Le gouvernement a assumé, le fait est que le gouvernement a assumé. Monsieur l'Allemand a expliqué qu'il n'était pas dans le même camp que les manifestants. Il confond l'ordre policier et l'ordre républicain. L'ordre républicain, c'est un ordre social. C'est un ordre où on respecte les citoyens et les citoyennes et où la police est là pour assurer leur sécurité, est là pour garantir leur sûreté. Donc, on a un gouvernement qui a perdu toute légitimité depuis plus d'1 an, notamment suite à la crise des Gilets jaunes, qui n'arrive pas à convaincre sur le fond, et donc qui utilise la force et la répression, et qui l'assume, et qui refuse, y compris quand on l'interpelle. Moi, en tant que parlementaire, j'interpelle quand je vois passer des vidéos, quand des personnes signalent des violences, et qui dit « ça n'existe pas ». Alors que toutes les institutions de défense des droits humains aujourd'hui, depuis plus d'1 an, interpelle la France, y compris critique assez violemment, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau international, parce que des violences sont contestées. Donc voilà, moi, en tant que parlementaire, c'est ce que je voudrais dire sur le sujet. Et précisons aussi que certains policiers sont jugés. Nous ne défendons pas les stratégies qui vont à l'affrontement, parce que nous ne croyons pas que ce soit une manière de réussir le mouvement. La grande majorité des personnes qui sont dans les manifestations le font en exerçant leurs droits de manière pacifique. C'est ça la réalité du mouvement. Il est massif. Il doit continuer à l'être et le gouvernement doit permettre d'assurer ça, ce qu'il ne fait pas. Et pour moi, c'est ça le problème. S'il y a un problème, c'est de ça qu'on devrait parler à longueur de journée. Et le travail, y compris d'investigation, devrait se faire sur les dizaines et dizaines et dizaines de vidéos qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on voit des actes inqualifiables. On n'imagine pas que ça puisse se produire en France. On pointe souvent du doigt beaucoup d'autres pays qui ont des régimes institutionnellement moins démocratique, mais aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre la France et beaucoup de ces pays où on pouvait voir ce type d'actes, et c'est ça qui devrait nous interpeller, franchement. Et Harwell, management, on parlait avant le flash des conséquences financières qu'il pouvait y avoir sur ce mouvement. Ce mouvement, il est appelé à durer, Daniel Obono, si l'on en croit, en tout cas les leaders syndicaux que l'on a entendus tout à l'heure, qui visiblement, quels que soient les mots d'Édouard Philippe aujourd'hui, appelleront le mouvement à durer. Quels que soient les mots, parce que les mots, tout ça, c'est de la communication et la Macronie est spécialiste des grands effets de communication. La question, c'est les actes. Est-ce qu'ils retirent Monsieur Philippe et Monsieur Macron retirent leur... entre retirer et... Écoutez, si on n'est pas dans... ça dépend dans quelle logique on est. Il y en a certains qui sont effectivement dans la logique de pouvoir négocier les ajustements et garder l'ensemble du texte. Donc, il y a la logique très terre à terre de se dire qu'au pouvoir, c'est Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui font des réformes et qui donc vont faire une réforme. Oui, mais quand on... dans un État un peu démocratique, en tant que dirigeant et dirigeante politique, il faut aussi être à l'écoute et comprendre que des fois on peut se tromper, on peut faire des erreurs. D'autres gouvernements s'en sont rendus compte. Encore dernièrement, y compris sur ce sujet-là, en Belgique, le gouvernement avait introduit cette réforme et s'est rendu compte, et notamment parce qu'ils avaient mis en place de vrais simulateurs et les gens se sont rendus compte de l'impact que ça avait et ils ont retiré leur réforme. Il n'y a pas de honte à se tromper, autant le reconnaître et éviter des catastrophes. Donc le mouvement et le positionnement, et nous on soutient ce mouvement-là pour le retrait, parce que c'est une question, y compris très très terre à terre, pour la vie des gens, pour s'il y a un tel soutien de tant de secteurs, encore une fois, ça va de l'Opéra de Paris, les danseurs et les danseuses, c'est un secteur qui est à l'opposé des égoutiers, qui n'a rien à voir avec les cheminots, et pourtant toutes ces personnes-là sont dans la rue, c'est bien parce que ça touche à quelque chose de fondamental. Donc l'acte qui permettrait que
le mouvement se termine et qu'il n'y ait pas autant de problèmes pour les commerçants, etc., c'est le retrait tout simplement de cette réforme et qu'on puisse discuter. Et nous, on a des propositions à faire. On pourrait avoir des débats parlementaires où on réfléchit à une véritable réforme qui aille dans le sens de l'intérêt général, etc. Donc voilà, c'est le seul acte qui permettrait. Et pour ça, il faut qu'il y ait du monde dans la rue, il faut que d'autres secteurs rejoignent la grève, les enseignants, les hôpitaux qui sont déjà mobilisés sur d'autres questions, etc. Il faut un élargissement de la grève parce que malheureusement, il n'y a que comme ça que le gouvernement entend. Il n'y a que dans ce rapport de force-là de la grève et d'une mobilisation et d'une pression qu'il entendra peut-être raison et reculera. Encore une fois, il n'y a pas de honte à se rendre compte qu'on s'est trompé. Et ils sont en train de se tromper, ils sont en train de nous envoyer dans le mur, d'envoyer tout le monde dans le mur. Et donc, voilà, le seul acte de mon point de vue, et je pense que du point de vue des gens mobilisés aujourd'hui, c'est le retrait. On va pas faire de la politique d'imagination, mais à 2 ans des présidentielles, il est assez peu probable qu'Emmanuel Macron retire cette réforme aujourd'hui dans laquelle il est engagé depuis des mois et des mois et des mois. N'y a-t-il pas du bon pour vous à trouver et dans l'intérêt dans cette réforme à négocier, à continuer à négocier? D'abord, nous, on n'est pas dans la position de négocier. Encore une fois, ce sont les organisations syndicales représentatives des salariés. C'est vous qui voterez le texte. Nous, on votera contre ce texte s'il persiste à le maintenir. Et encore une fois, vous parliez d'élection présidentielle. Monsieur Macron est le président qui devrait servir l'intérêt général. Voilà un acte qui signifierait qu'après 3 ans où il n'a pas toujours été très à l'écoute, où il a pu avoir des mots très méprisants et surtout où il a eu une politique aujourd'hui, c'est reconnu par tout le monde, on l'a appelé le président des riches et tout le monde convient que même les instituts économiques montrent que les réformes, la majorité des réformes qu'il a mis en place aujourd'hui bénéficient à une minorité de la population les gens sont dans la rue et mobilisés, des secteurs comme les Gilets jaunes, des secteurs de la population qu'on n'avait jamais vus, ont créé un mouvement historique parce que la réalité, et pas juste l'impression, mais la réalité, c'est qu'on n'en peut plus. Voilà un acte qui serait un acte d'un président qui est vraiment à l'écoute de la situation, plutôt que de continuer bille en tête parce que il veut obéir à la finance. On va se rendre dans le cortège, serve la cause qui est défendue aujourd'hui dans le cortège. Non, mais en fait, encore une fois, de quoi parle-t-on? On a une manifestation, alors vous disiez qu'on attendait des chiffres, je pense qu'il est très large, qui est très ample, qui montre le fait que les citoyens et les salariés restent mobilisés. Et encore une fois, on a un gouvernement, un ministre de l'Intérieur et un préfet qui ont une stratégie, une doctrine du maintien de l'ordre qui ne fait absolument aucun sens depuis plus d'1 an, qui a été critiqué, condamné, y compris de l'interne de la police. Je vous renvoie au témoignage de décembre dernier recueilli par vos collègues du journal La Croix, qui montrait que les policiers eux-mêmes disent qu'on leur envoie des consignes complètement contradictoires, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que les gens, les secteurs qui sont envoyés dans les manifestations n'ont absolument aucune expérience de la gestion de manifestations. Donc voilà ce qui peut amener à créer les situations sont assez inédites aussi. Les situations sont assez inédites depuis 1 an et demi. Ben oui, mais ça fait justement 1 an. Il aurait peut-être fallu, de la part du gouvernement, du ministre de l'Intérieur et du préfet, en tirer les conséquences. Au contraire, ils mettent bien en tête. La question de la gestion des manifestations, c'est pas non plus une question qui arrive comme ça. Ça fait partie du travail de police, entre guillemets, déjà. On pourrait s'inspirer d'autres pays où il peut y avoir justement on parle des black blocs dans les pays du Nord, dans les pays comme l'Allemagne, où il y a vraiment une tradition très forte de ce type de présence en manifestation. On n'a pas nécessairement ce type d'affrontement. Donc encore une fois, la question c'est la doctrine. Et nous, on a interpellé en tant que parlementaire. Moi, je suis membre de la commission des lois avec mon collègue Hugo Bernalicis, avec Alexis Corbière qui travaille aussi sur ces questions-là. Nous avons interpellé depuis plus d'1 an, depuis qu'on voit, qu'on témoigne et qu'on est nous-mêmes des fois même parlementaires victimes de stratégies de ce que nous on appelle de gestion de construction du désordre dans les manifestations. On a interpellé le gouvernement en disant mais c'est quoi cette doctrine? En s'appuyant sur les témoignages, y compris de policiers. C'est une doctrine, en vérité,
qui vise, encore une fois, à créer le chaos, effectivement, parce que des images spectaculaires de charge se vendent bien sur les plateaux, et ça permet d'occulter les manifestations. Et encore une fois, on va revenir sur le cœur de... Toute l'histoire des mouvements sociaux montre toujours que, y compris les manifestants, ils réagissent en fait en fonction de l'attitude du pouvoir. Voilà. Il y a eu dans notre pays des mouvements sociaux, de grands mouvements sociaux, où les autorités ont su faire preuve de raison et appliquer une stratégie de désescalade. Le gouvernement actuel choisit l'escalade. Et on va revenir, nous, ça, sur le cœur. C'est une erreur. France Insoumise de Paris, la confiance envers un gouvernement, alors on ne parle pas forcément de celui d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, la confiance envers un gouvernement, c'est la clé dans un conflit social. C'est la clé pour des négociations. C'est la clé dans une démocratie. Effectivement, je rejoins peut-être le point que vous souleviez tout à l'heure sur le fait que il y a un sentiment que c'est général. Il y a la retraite et leurs réformes, leurs mauvaises réformes, elles cristallisent plus d'un an déjà de contestation sociale. Hein. On a des gilets jaunes dans les manifestations qui se retrouvent, qui étaient aussi soutenues, une contestation qui était soutenue par une majorité de l'opinion, en tout cas dans ses revendications, et même dans les mobilisations jusqu'à très très longtemps dans le mouvement. Et voilà, la confiance, c'est ce qui fait la base de la démocratie. En tout cas, une forme d'adhésion majoritaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce gouvernement n'a pas de majorité dans le pays. Il s'adresse à une partie de la population, ça c'est sûr. Il est au service d'une minorité dont il défend les intérêts. Il s'adresse à la droite, à une certaine droite, y compris avec une stratégie extrêmement problématique en matière de stigmatisation de tel ou tel secteur, mais il n'est pas au service de l'intérêt général. Et je pense que les gens, ils l'ont compris depuis 2 ans et demi, en s'attendant peut-être pour une partie avec le discours sur le nouveau monde, un nouveau visage, la jeunesse, etc. Et du coup, la réalité a été un peu brutale quand ils se sont rendus compte des retraités avec la question de la CSG, etc. Et puis la brutalité, et puis voilà cette violence physique, ce mépris, cette arrogance. Et donc oui, bien sûr qu'il n'y a aucune raison d'avoir confiance. On avait parlé des européennes comme d'un référendum pro ou anti Emmanuel Macron. Je crois d'ailleurs que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait évoqué ça à l'époque. Est-ce que les municipales en mars qui arrivent seront l'occasion pour les Français de finalement soit valider, soit sanctionner la politique d'Emmanuel Macron? Les municipales portent sur un objet quand même qui est propre et qui a une importance réelle sur l'organisation des pouvoirs, la démocratie locale, et donc c'est à cette question qu'il faut répondre. Après, ce qui est sûr, c'est que la démocratie locale aujourd'hui est très liée aux moyens, au financement, au niveau national, et que surtout dans le contexte actuel, effectivement, il y a l'opportunité de se saisir de ce scrutin pour envoyer aussi un message à la majorité à travers les candidats et candidates de la République en marche, même s'ils se cachent un peu, ce qui est aussi quand même assez révélateur. Hein. Personne ne se revendique beaucoup de LREM ou de M. Macron. C'est parce qu'il n'y a pas un gros maillage de territoire pour un parti qui est jeune, c'est la réalité aussi. Mais qui est un parti qui est au pouvoir depuis 3 ans maintenant. Mais qui reste jeune et qui n'a jamais vécu d'élection municipale. C'est un moyen aussi d'envoyer un message du niveau local au niveau national dans quel monde on veut. Et puis les citoyens, voilà, ce sont aussi des salariés, des retraités qui sont mobilisés, qui se rendent compte que les seules réponses qu'ils ont, c'est de la répression, c'est du mépris. C'est un gouvernement qui ment littéralement depuis le début, et on l'a montré, on l'a vu, et ça s'est révélé mois après mois, et donc auquel on ne peut pas faire confiance. Et la démocratie se règle aussi par les élections, et donc je pense que ça va se traduire d'une manière ou d'une autre comme un rejet, et c'est aussi le moyen de traduire ce rejet de cette politique. Merci Danielle Obono, députée de la France Insoumise de Paris, d'avoir été l'invitée de France Info. Merci à vous Pascal Delima, également d'être venu à la table de France Info, économiste chez Harwell Management. Merci Muriel Jans. Restez avec nous, c'est Céline Bosquet qui prend le relais à cette syndicats, ce qu'ils veulent, c'est vraiment